les Allemands. En 42, hein, 43, c'est marqué sur les trucs. Hop. Alors bon, ils étaient là-haut sur le terre-plein. Ils nettoyaient leurs pièces, c'était la guerre. Hein. Il y avait une truc de défense aérienne, tu sais. Ben, si tu veux, la tour, elle y est toujours. Alors bon, là, pour y aller, bon, déjà, c'est une île, donc tu ne peux y aller qu'en bateau, mais après, pour monter en haut, il y a des escaliers qui montent jusqu'en haut. Mais tu peux arriver jusqu'à la tour en haut, tout en haut de l'île Maille, au sommet. Ouais, il y avait beaucoup de bunkers. D'ailleurs, le plus, il y en a, c'est en haut dans le virage. Là. Dans le virage, tu prends le petit chemin où il y a le parking, là, et tout au bout, tu as plein. Alors, ils en ont détruit pas mal. Attends, je sais que pendant la guerre, il y a un avion qui s'était écrasé là dans la colline. Le 7 septembre 98. Ouais, 7 septembre 98. Et je chalutais du côté de l'île de Rioux, qui se trouve là derrière. Alors la météo s'annonçait très mauvaise. Et je dis à mon équipage, j'ai dit les gars, on va faire 2 coups de chalut si on peut du côté de Rioux, parce qu'ils annonçaient de très forts orages, et ensuite orientation Mistral. Et donc on fait route de Somati, on vient à Rioux, au pied de Rioux, et on largue le chalut au pied de Rioux. Entre parenthèses, zone interdite. Mais pas longtemps, juste parce que la loi avait changé après, c'était ou 3000 des côtes ou la profondeur de 100 mètres. Donc on a calé à 85 mètres, au bout de 10 minutes après on était dans les fonds de 100 mètres, on était en zone autorisée. Mais donc on part de Rioux, on fait Rioux, Cassis, Sormiou, on traîne le filet pendant 2 heures. Et le filet était un filet de chalut qui traîne sur le fond de la mer. Au bout de 2 heures, on met le chalut à bord, on vide la poche sur le pont. Je vais voir, il n'y a pas grand chose comme poisson. Alors j'ai dit à l'équipage, on va faire un deuxième coup, un peu plus long, et après on rentrera au port. Ok, donc on remet le chalut à la mer. Contre Rioux, par de Rioux, Cassis, Sormiou. Et là, on traîne le filet pendant 3 heures. Donc on parcourt en gros 20 km, en tournant en rond comme ça au large des Calanques. Au bout de 3 heures, il tombe un orage épouvantable, comme j'ai rarement vu dans ma vie, il tombait des trombes d'eau. On met le chalut à bord, on vide la poche sur le pont, je vais un petit peu voir ce qu'il y avait comme poisson, mais je fais vite parce que je n'avais pas de ciré et je me mouillais. Et je retourne à la passerelle, j'embraye et je fais route pour rentrer au port. Et l'équipage se met à trier le poisson. Demi-heure après, mon second, qui s'appelle Habib, qui est tunisien, vient me voir à la passerelle et me dit Jean-Claude, j'ai trouvé une gourmette. Il me dit ah bon, j'ai dit le tanor, c'est le tanor, on a gagné la journée. J'ai dit. Il me dit non, il me dit elle est en argent, il y a quelque chose de marqué dessus, mais je ne vois pas ce que c'est. Je dis où est la gourmette? Il me dit elle est là. Il prend la gourmette, il me l'attend. Et il m'explique que la gourmette était dans un paquet de concrétion, un dépôt calcaire. Quand des objets restent longtemps au fond de la mer, il se met du calcaire dessus. Et il y avait un maillon qui dépassait dans la concrétion, qui en frottant sur le fond de la mer a brillé. Ça a attiré l'œil de mon matelot, il a mis la concrétion de côté. Malgré qu'il pleuve et qu'il n'y ait pas de soleil, ça a brillé. Quand il a fini son boulot, il casse la concrétion, il trouve une gourmette. Il voit qu'elle est en argent, il la fout dans la poche. Puis il me tend la gourmette à la passerelle. Alors, la plaque était toute noire, hein, on ne voyait rien. Je nettoie, je remarquais Antoine. Alors je me tourne vers la Bible, c'était le con qu'il a perdu, il s'appelle Antoine. J'ai dit, tous les Antoine, c'est des cons, ils perdent tout. Et la curiosité me pousse, Antoine comment? Je force un peu plus, et là je vois 2 Saint-Exupéry. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Et je suis d'autant plus étonné qu'un an et demi auparavant, on m'avait loué mon bateau pour remonter des morceaux d'avion en baie de la Ciotat, pensant que ce serait le sien. Un an et demi avant. Je me fais amener un Spontex, c'est un truc qui nettoie les casseroles, je nettoie la gourmette et je vois Antoine Saint-Exupéry, entre parenthèses Consuelo à côté, et dessous Reynald et Hitchcock, 386, 4e avenue, New York City, USA. Quand j'ai vu marquer tout ça, j'ai dit Habib, on a fait un coup de chalut formidable. Et là, elle me dit pourquoi? J'ai retrouvé la gourmette Saint-Exupéry. Il me dit mais qui c'est celui-là? Ben, moi je savais encore plus que lui. Hein. Lui il venait du Philippines de la Tunisie, je ne savais pas qui c'était, mais moi je savais encore plus. Hein. Je savais qu'il avait écrit Le Petit Prince, etc. Et puis on est rentré à terre, tout ça. Puis bon, j'ai dit à mon équipage, ne parlons pas de la découverte tant qu'on n'est pas sûr que c'est bien la sienne. Je dis qu'on ne passe pas pour des couillons. Et puis bon, le soir, je l'amène chez. Enfin, je téléphone à Henri Germain Deloze, qui était le patron de la Comex, qui est une boîte de recherche sous-marine très connue. Et le lendemain, je vois Deloze, et puis on est parti à la recherche de l'avion. Ça a duré 4 ans et demi avant qu'on trouve l'avion.
4 ans et demi. Et pendant 4 ans et demi, on m'a fait passer pour un menteur. Parce que les héritiers de Saint-Exupéry ne voulaient pas qu'on le retrouve, parce qu'il était porté disparu. Et il gagnait des sommes folles de droits d'auteur du Petit Prince, parce que c'est le livre le plus vendu au monde après la Bible. Et il voulait qu'il reste porté disparu. Donc il ne voulait pas qu'on retrouve l'avion, il me faisait passer pour un menteur. Non, mais si tu trouves l'avion, il n'est plus porté disparu. Et quand tu es porté disparu, ta mort officielle, ça c'est la loi, ta mort officielle commence 10 ans après ta disparition. Ce qui veut dire que les droits d'auteur, avant que ça tombe dans le domaine public, ils gagnaient 10 ans de plus. Voilà pourquoi il ne voulait pas qu'on trouve l'avion. Et qu'il me faisait passer pour un menteur. Pendant 4 ans et demi, c'était des bagarres de tribunaux, d'avocats, et à la fin, on a trouvé l'avion avec les numéros qui ont prouvé que c'est bien le sien. Voilà.